Je m'appelle Denis Fortin, je suis ingénieur et philosophe. Je vous propose une série de balados que j'ai enregistrés en septembre 2023 à Tadoussac avec mon ami de longue date, Michel Lambert, historien de la cuisine familiale du Québec. Nous nous connaissons depuis plus de 40 ans et notre amitié nous a permis d'aborder ensemble de multiples sujets personnels et d'actualité sociale. Je pense que dans un monde qui cherche ses repères, notre échange peut donner des pistes pour vivre plus heureux. Si vous voulez mieux nous connaître, consultez nos biographies dans la liste des balados. On va parler de la guerre maintenant. Puis la guerre, je vais commencer par moi parce que je suis un enfant d'abord de la guerre. Je suis né en 1942 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis je dirais que j'ai vécu dans mes tripes la guerre. Puis ça va peut-être paraître curieux, là. Des gens... on pense que la guerre est en Europe et qu'on l'a pas vécu au Québec, mais c'est pas tout à fait exact. D'abord, il faut dire que la majorité des Québécois étaient pas vraiment pour la participation à la Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement canadien, à un moment donné, quand tu as vu que ça allait de plus en plus mal en Europe, a décidé de s'engager. Là, a mobilisé, je dirais... les gens, les hommes, évidemment. Ce qui est arrivé, c'est que mon père travaillait à l'Alcan. Et l'Alcan qui fournissait le gouvernement canadien en aluminium pour la construction, entre autres, d'avions puis de machines de guerre, si tu veux, a décidé de faire sa part aussi puis de contribuer en envoyant ses meilleurs ouvriers à la guerre. De sorte que mon père... a passé des examens médicaux, puis finalement, il a été mobilisé. Le vendredi, il a appris qu'il devait, dès le lundi matin, partir pour Montréal pour faire partie du prochain contingent, si tu veux, militaire. Il y avait un entraînement qui devait être fait au point de départ avant de partir de l'autre côté. Puis il n'avait pas le choix d'y aller. Il était... quelques ouvriers comme ça de l'Alcan qui devaient être sacrifiés, je dirais. Mon père faisait partie de ceux-là. À l'époque, j'ai déjà raconté que on vivait à Jonquière et ma mère recevait justement les frères de mon père, ses propres frères à elle, son père, qui vivait chez elle. Puis là, tout à coup, ces gens-là ont appris que c'était fini, là, parce que mon père a décidé de ne pas aller à la guerre, de s'enfuir, ce qui fait que rapidement, pendant la nuit, mon père a décidé qu'on déménageait, puis ma mère, je me souviens, j'avais 1 an et demi, mais je me rappelle de l'espèce de branle-bas de combat, là, de tout enlever, sortir tout des armoires, de vider la maison, puis de partir aux petites heures du matin, dans un camion, pour s'en aller retourner à Albanel, au village d'où mes parents venaient. Par après, bon, je me suis retrouvé avec ma mère à l'hôpital. Pas à l'hôpital, chez mes grands-parents maternels. Et mon père, lui, est parti pour le bois. Je sais qu'au début, il a travaillé comme bûcheron là, dans les camps forestiers au-dessus de Gérardville. Puis par après, ben, il aimait pas ça. Il a décidé plutôt de faire la trappe des fourrures avec des autochtones de Massehache, Pointe-Bleue. Puis c'est comme ça qu'il a gagné sa vie en ramassant des fourrures qu'il vendait. C'était pas très très rentable et on était dans le fond très très pauvres. Moi, je vivais dans une maison que mes parents avaient louée avec ma mère tout seul. Mais on n'était pas loin je dirais, d'une membre de la famille parce que la sœur de ma mère s'était mariée avec
un fils du voisin d'en face, presque de chez nous, de la maison qu'on avait louée. De sorte que elle avait aussi la possibilité, s'il y avait un problème, de faire appel à des voisins qu'elle connaissait. Quoi qu'il en soit, mon père venait des fois la nuit nous voir. Puis je me souviens à ce moment-là qu'on fermait les toiles. Puis c'était un bonheur pour moi de retrouver mon père pendant la nuit. Puis dans ce temps-là, il me levait. Puis on déjeunait vers 3 heures du matin. Il apportait je me souviens qu'il apportait une orange du camp de bûcherons, des bûcherons. Puis il faisait des œufs, puis du bacon, puis des choses qu'on mangeait pas parce que nous, c'était plutôt rien que du pain, mais que ma mère faisait en temps ordinaire. Là. C'était un peu spécial, puis mon père écoutait de la musique aussi parce que c'était un passionné de musique. Puis comme dans le bois, dans ses abris, là, il n'y avait pas de musique, hein, il n'y avait pas de radio, fait que il était content de retrouver la radio chez nous. Puis, bon, je vivais donc des moments très heureux, mais quand il partait, ma mère pleurait. Puis évidemment, moi aussi. Il partait avec un snowmobile à l'époque. Je pense on était en hiver, là, on grattait pas les rangs là, dans ce temps-là, là, ce qu'on appelait les rangs, les routes, là, tu sais, les routes secondaires. C'était des snowmobiles qui voyageaient les gens. Fait que mon père prenait le snowmobile pour se retourner envers Gérardville, là, je sais pas trop, dans le bois où est-ce qu'il y avait sa wache, comme il disait, son abri. Mais de temps en temps, faut croire qu'il y avait des voisins qui savaient ça, que mon père venait, puis qui n'étaient pas d'accord avec les déserteurs, comme on dit. De sorte qu'il y avait les Yampies, les policiers, la police militaire qui venaient nous voir pendant la nuit, puis qui frappaient. Puis ma mère répondait pas, mais je me souviens que je me collais à ma mère, puis j'avais une peur atroce des soldats en question. Puis ils frappaient avec leurs carabines, ils frappaient après la maison, tout le tour de la maison pour nous faire peur. C'est évidemment un enfant qui a 2 ans, 3 ans, peut pas rester insensible à une pareille affaire. Fait que pour moi, c'est resté majeur dans ma vie. La vision de la guerre, pour moi, c'est la peur. Évidemment, la peur, puis l'impuissance par rapport surtout au fait que c'est ça, que mon père était obligé de s'enfuir parce qu'il n'était pas d'accord avec ça, et qu'il voulait être fidèle à ce que le gouvernement avait promis aussi. Donc, c'était, je dirais, ma première expérience de la guerre. Puis c'est pour ça que lorsqu'est arrivée la guerre du Vietnam, lorsque moi je suis devenu étudiant, il y a eu la fameuse guerre du Vietnam. On sait que les Américains étaient engagés profondément là-dedans. Il y avait les jeunes Américains qui étaient contre la guerre, qui faisaient des manifestations. Je me rappelle que j'ai participé comme étudiant québécois à ces manifestations-là contre la guerre. Puis après, quand je suis allé étudier en Europe, j'ai vu une autre vision de la guerre. C'était la même guerre, mais racontée d'une autre façon, parce que l'Europe n'avait pas le même point de vue, évidemment, que les Américains. Puis c'est là que je me suis rendu compte que l'information sur la guerre au Vietnam passait obligatoirement par les États-Unis, chez nous, puis qu'il y avait une vision complètement différente. Les gros méchants, c'était les Vietnamiens, puis les gagnants, puis ceux qui avaient raison, évidemment, c'était les Américains. Puis quand j'étais en France, ben, c'est une vision beaucoup plus nuancée. À l'époque, on était encore influencé par le communisme en France, donc on avait une vision un peu plus neutre, je dirais. Les belligérants, les communistes étaient pas vus comme des gros méchants en tant que tels, étaient vus comme des gens qui voulaient instaurer un système différent du système capitaliste, puis on était plus objectif, si on veut, déjà en France. Alors quand je suis revenu au pays,
j'avais une vision différente de la guerre. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte aussi que dans tout ce que j'ai vécu par après, c'était la même chose. On a toujours une vision biaisée de la guerre parce que les belligérants, évidemment, sont reliés à des systèmes comme ça l'a été, par exemple, lors de la guerre au Chili, lors de la guerre en Haïti, puis évidemment, actuellement, la guerre en Ukraine. On est du côté européen, américain, versus le côté russe, de sorte que j'écoute la télévision française, TV5, entre autres, pour avoir une idée de ce qui se passe en Ukraine, comme j'écoute ce qui se passe ici. Puis c'est pas les mêmes commentaires. C'est toujours donc la même perception que la guerre est différente selon le camp auquel on appartient. Mais j'aimerais ça que tu me parles, toi, de ton côté, de comment tu as vécu la guerre. À quel moment tu as eu une conscience de la guerre? Ben moi, je suis né au milieu de la guerre froide, en 1963, c'est-à-dire juste après le plus grave de la guerre froide en 1962, la crise des missiles d'octobre. La crise des missiles de Cuba en 1962. C'est un événement qui est le paroxysme de la guerre froide qui avait lieu entre les États-Unis et l'URSS de l'époque. C'est 13 jours pendant lesquels on est passé à ça d'une guerre nucléaire, puis c'est pas de la science-fiction. Essentiellement, qu'est-ce qui se passait? C'est que les États-Unis, l'URSS essayait d'installer des missiles nucléaires à Cuba, c'est-à-dire aux portes des États-Unis. Les États-Unis ont imposé un blocus autour de l'île de Cuba. Les armées étaient mobilisées, les navires de guerre étaient l'un en face de l'autre. Puis il s'est avéré que il y a des navires de guerre américains qui ont repéré un sous-marin russe. Ils ont envoyé des grenades d'exercice sous-marines sur le sous-marin. Le sous-marin était équipé, lui, de torpilles nucléaires. Alors, le commandant du sous-marin russe donne l'ordre d'envoyer la torpille nucléaire sur la flotte américaine. Et ça, c'est la vérité de ce qui s'est passé. Et évidemment, dans la chaîne de commandement russe, ça prend 3 autorisations pour lancer une arme nucléaire. Ça prend le capitaine, ça prend l'officier scientifique, ça prend l'officier en second. Le capitaine dit oui, on lance la torpille. L'officier politique dit oui, je suis d'accord. Mais l'officier en second dit non. Non, j'ai pas de confirmation, on n'envoie pas de torpille nucléaire, c'est pas vrai. Eh bien, ce type-là a probablement sauvé l'humanité d'une destruction et d'un carnage. C'est pas compliqué. C'est par le fait d'un homme qui a su garder son sang-froid qu'on est encore ici pour en parler. Cet homme, il s'appelait Vassili Arkhipov. On peut lui rendre hommage, mettons. Alors, je me souviens très bien, moi, que cet événement dont tu parles m'a profondément marqué. J'étais en train d'étudier avec Michel Bouchard et Arthur Talon, qui étaient deux confrères de travail, pas de travail, mais d'études. Puis, à cause du fait que, par exemple, Michel avait un frère qui travaillait à CKRS, entre autres pour les bulletins de nouvelles, on a appris rapidement qu'il y avait un danger d'une guerre nucléaire qui s'en venait. Puis, en tout cas, c'était tellement dramatique que le soir, les gens avaient peur d'aller dormir, qu'il y ait dans le fond une guerre nucléaire qui soit déclarée. Puis on parlait même le lendemain puis les jours suivants de qu'est-ce qu'on pouvait faire, entre autres à l'Alcan, à Arvida, là, pour
pour se sauver. Certains parlaient de où est-ce qu'on pouvait se réfugier, même de se construire des sous-sols, où est-ce qu'on pourrait survivre, dans le fond, en cas de la guerre nucléaire. Puis on sait qu'il y a eu plusieurs émissions, plusieurs témoignages après qui ont parlé de ça, tout le mouvement des survivors aussi. Là, tu sais, ça a été, s'il arrivait quelque chose comme ça qui détruisait notre planète, qu'est-ce qu'on devait faire? Comment on pouvait s'y préparer? Fait que j'ai effectivement été profondément marqué par ça aussi. Donc, j'ai grandi dans une atmosphère de guerre froide, si tu veux. Puis ma jeunesse, mon adolescence était teintée un peu de ça. Même si j'ai pas connu directement la guerre, j'ai juste vu à travers les médias des guerres étrangères, des choses comment qui se passaient. J'ai surtout grandi avec la peur d'une guerre nucléaire, comme beaucoup de mes compatriotes ou mes congénères de cette époque-là. C'était vraiment le sentiment qu'il n'y a pas d'espoir, puis que ça va mal finir, cette histoire-là. Puis que les gens qui passent leur temps à accumuler des armes nucléaires se préparent pour une fin du monde qui est quasiment inévitable. Fait que j'ai connu ça. Et évidemment, immense espoir lorsque j'étais aux études dans ce temps-là, lorsqu'on a vu tomber le mur de Berlin. Tu sais. Ouais. C'était vraiment majeur, ça. C'était, pour nous autres, c'était comme un espoir. C'est quelque chose, un drame qui s'en allait, puis c'était comme un renouveau, si tu veux, quelque chose de nouveau qui pourrait se produire. Ça a été vécu comme ça dans ce temps-là. Mais évidemment, les guerres ont continué. La guerre du Golfe, je me rappelle très bien de la guerre du Golfe, qui était une immense déception aussi. La guerre du Golfe, où j'ai bien constaté, comme beaucoup, qu'on nous ment. T'sais. On nous dit des choses. On ne dit pas que ce qu'il y en est, on nous dit qu'est-ce qu'on veut bien nous dire. Ouais. Puis qu'est-ce qu'on veut bien que nous, on croit. Fait que j'ai bien compris, comme toi, que la vérité, c'est probablement, comme on dit, la première victime de la guerre. Absolument. Et les guerres qui ont suivi ont juste montré ça. C'est même difficile, quand je regarde aujourd'hui la guerre en Ukraine, de voir vraiment qu'est-ce qui en est, qui a raison dans tout ça, qui a tort. Est-ce que c'est encore nous, les Occidentaux, l'Ukraine qui a raison, alors que la Russie et tous ses alliés ont tort? Jusqu'à quel point la vérité se trouve, de quel côté, de quelle manière, dans quelle proportion? C'est difficile. En théorie, je suis porté à penser que quand on est attaqué, on a le droit de se défendre. Puis, si on m'attaquait ici, même si je ne suis pas porté à être agressif, je défendrais les gens que j'aime. Maintenant, c'est pas aussi facile en pratique de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, puis qu'est-ce qu'on veut me faire faire. Je te dirais, ce que je comprends des guerres, et puis ça c'est ma compréhension, c'est que c'est souvent la projection à l'échelle collective des émotions individuelles, là. Des émotions de haine, des émotions de colère, des émotions... C'est lié aussi au pouvoir, le désir d'acquérir du pouvoir. C'est ça, moi je trouve important qu'on parle de ça, parce que dans le fond, quand on regarde l'histoire des dernières guerres, ça a souvent été des leaders politiques qui voulaient imposer leur pouvoir, leurs idées, leur idéologie. C'était le cas de la dernière guerre mondiale avec Hitler. Puis, la réponse, si tu veux, même des leaders, je pense à Churchill ou Roosevelt. Puis, en tout cas, chacune des guerres, je regarde la guerre au Chili aussi, quand on a eu les immigrants chiliens qui sont arrivés, là, c'est toujours des dictateurs ou des gens qui veulent imposer
leur pouvoir, leur système, leur idéologie, puis qui vont provoquer des tueries de masse. C'est de la souffrance qui résulte de ça. Puis, est-ce que, par exemple, on peut mettre la responsabilité uniquement sur les leaders? Les peuples qui se soumettent à ça ou qui... Oui, mais c'est ça. Comment ça se fait que... C'est ça. Je pense que la responsabilité est partagée. Et les gens qui laissent faire ou qui se soumettent, ils ont une responsabilité qui abdique au pouvoir de quelqu'un d'autre. Il y a des peuples qui sont responsables au niveau individuel de ce qui se passe autant que leurs leaders, qu'ils soient des dictateurs ou pas. Juste par le fait qu'ils disent rien et qu'ils font rien. Ils font comme si rien n'était. Ben, on regarde actuellement la situation des Russes, où il y a plein de gens intelligents là-dedans. Tu te dis comment ça se fait qu'ils sont d'accord avec Poutine, parce que c'est le cas. En même temps, quand on sait que la connaissance, la psychologie humaine, elle existe aussi chez les conseillers des leaders. Ils savent se servir de ça pour pouvoir, dans le fond, manipuler. C'est des grands manipulateurs actuellement, à l'aide des médias principalement, parce que tout le monde est connecté par les médias sociaux puis par les grands médias officiels avec les pouvoirs. Fait que c'est la même chose pour nous, là. J'entends, là, on est... La même chose pour nous. Nous, on a des commentateurs qui sont contre la guerre en Ukraine, puis qui sont contre la Russie, puis etc. Ce qui fait en sorte que généralement les Québécois sont tout à fait contre les Russes, etc. C'est pas à cause des médias, à cause du fait qu'on n'a pas une information non plus qui donne toujours les deux côtés de la médaille. Ce sont des choses qui auraient pu être évitées, certainement. Et il y a peut-être des choses qu'on ignore aussi sur comment ça s'est déclenché. Puis que si on savait, on aurait peut-être un tout autre point de vue aussi sur la situation. Toujours est-il qu'il est toujours assez surprenant puis désolant de voir qu'on se bat, on fait la guerre alors que la planète a besoin de d'autres choses, a besoin qu'on s'occupe du réchauffement climatique puis de la disparition des espèces. C'est comme si on se distrayait avec quelque chose d'autre là, qu'on aurait pu se passer. Mais les choses sont comme ça. J'ai l'impression que la guerre, c'est un mal nécessaire pour l'instant pour notre espèce. Et qu'on n'a pas fini avec la guerre. C'est souvent une occasion, puis ça, on n'en a pas parlé, mais moi, après la guerre, je me suis rendu compte qu'au Québec, on a vécu une période, je dirais, de grande croissance économique. Là, il fallait reconstruire, il fallait rebâtir. Il y avait plus d'argent qui circulait. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le modernisme est arrivé, de nouveaux appareils électriques, etc. Tu sais, l'après-guerre, c'était dans le fond très bénéfique aussi. Est-ce que c'est à cause de la guerre qu'on a eu ça? Ben, c'est parce qu'il y a eu tellement de destruction qu'il a fallu reconstruire. C'était la même chose en Europe, le plan Marshall, etc. Il y a eu du positif qui est né dans le fond du négatif. Comme, j'irais même au plan de la souffrance, tous ceux-là qui ont souffert à cause de la guerre en ont tiré aussi profit d'une certaine manière. On apprend. C'est un petit peu comme nos histoires personnelles. Je dirais que la guerre, ça correspond à la maladie personnelle. C'est la maladie de la société, mais on s'en sort différent. Après, on apprend. La guerre nous apprend des choses. Un petit peu comme on disait tantôt pour toutes les autres problématiques dont on a parlé depuis le début de nos témoignages, de notre témoignage. J'espère qu'on apprend quelque chose parce que des historiens anciens parlaient de la guerre de leur époque, puis quand ils nous décrivaient comment les dirigeants se comportent, puis leurs ambitions, puis leur pouvoir, on a l'impression que les choses se répètent. On n'apprend pas grand-chose. Ouais. C'est long à apprendre quelque chose pour l'humanité. J'ai l'impression que c'est une question de génération aussi. C'est comme d'une génération à l'autre, on avait de la misère à passer ce type d'expérience-là. C'est comme si on avait besoin, chaque génération, d'apprendre à lutter contre notre... Il y a aussi l'affaire qu'on n'apprend pas de l'histoire. C'est vrai la boutade d'un auteur comme Marx qui disait que
Ceux qui connaissent pas l'histoire sont condamnés à la répéter. Quelle vérité, hein?